Mesdames, Messieurs, bonjour. Première livraison de la semaine et dernière du mois de février de la revue des Grandes Unes. Bienvenue, vous êtes sur Equinox Télévision au cœur du programme qui fait la part belle au décryptage de l'actualité telle que parue au sein des journaux. Je vous invite à vous installer confortablement si vous nous rejoignez juste à l'instant pour connaître avec nous les titres qui constitueront l'ossature de cette autre livraison de la revue des Grandes Unes. Nous parlerons de revirement politique avec le journal La Nouvelle Expression et le mouvement pour la renaissance du Cameroun qui revient dans les médias. C'est ce que nous dit La Nouvelle Expression, une décision qui fait suite il y a quelque temps à la suspension des communicants du RDPC et de Plateau Média. Cette suspension levée qui aujourd'hui interpelle la communauté politique. Que prépare le MRC qui continue de revendiquer la libération de ces prisonniers, de ces militants prisonniers politiques? Que prépare le MRC alors où l'on sait qu'un atelier il y a quelque temps a été mené auquel prenaient part les militants du MRC et du SDF portant sur la communication politique. Nous essaierons d'en savoir un peu plus au cours de cette revue des Grandes Unes. Nous parlerons du pouvoir et de ses déboires avec le journal Le Messager qui titre sur les scandales qui risquent couler Paul Biya durant son magistère. Le Messager qui s'intéresse ici à aux fameuses lignes 94 et 65 dans lesquelles trempent certains membres du gouvernement, certains pontes du sérail aujourd'hui à la faveur d'un document qui a fuité sur les réseaux sociaux selon Le Messager authentifié qui fait état de 124 milliards de francs CFA qui auraient été grignotés par le SGPR eu égard de cette fameuse ligne 94. À quoi renvoient ces deux lignes? Se dirige-t-on justement vers un soupçon de gabegie financière ou alors de détournement des fonds publics? Pendant ce temps, l'Indépendant donne la parole à Titus Edzoa, ancien secrétaire général à la présidence de la République, qui ici fait sonner les sirènes d'une révolution. C'est justement ce qu'il semblait décrire à travers une interview accordée un média étranger. Ce dernier s'exprime sur l'après-Paul Biya, le cas Marafa Hamidou Yahya ou encore les prisonniers politiques du MRC, la guerre dans le Nozo, les déclarations de Titus Edzoa qui semblent être peindre les sirènes d'une véritable révolution à l'aube du règne du président de la République. Qu'en est-il effectivement? Nous essaierons d'en savoir un peu plus pendant ce temps. Du côté de mutation, on nous parle d'un secteur miné, notamment entre le ministre des Mines et du Développement technologique et le directeur de la Société nationale des mines du Cameroun. Secteur miné entre les deux hommes, avec au milieu le secrétaire général à la présidence de la République, à l'heure où le ministre des Mines a désavoué le contrat signé entre la Sonami et une entreprise d'exploitation minière chinoise dans le cadre de l'exploitation de la bauxite des mines de Yagua. À quoi rime ce désaveu du ministère des Mines et du Développement technologique? Nous essaierons d'en savoir un peu plus. Nous parlerons de cette signature historique Cameroun-Congo. Tout est sur les bons rails. L'équation qui dit que le Cameroun et le Congo donnent leur onction dans l'exploitation de plus de 500 km de chemin de fer, la construction de plus de 500 km de chemin de fer qui réuniront les villes de Mbalam et Nabeba le soir, qui parle ainsi d'une symbiose entre les deux États pour leur développement confidentiel, qui après avoir suivi le dossier de bout en bout vous propose aujourd'hui le titre Place au travail, avec notamment la mise sur pied d'une exploitation minière qui en somme coûtera plus de 5 000 milliards de francs CFA. Mais le petit bémol, c'est qu'il ne coûtera pas un seul franc CFA aux différents États qui sont impliqués dans ce projet-là et qu'il sera générateur de dizaines de milliers d'emplois. Nous essaierons de savoir jusqu'où ira ce projet et quelles sont pour les potentielles retombées pour les différents États concernés. Mesdames et messieurs, voici de façon ramassée les titres qui constitueront l'ossature de cette autre livraison de la revue des Grandes Unes. Et pour comprendre, commenter, décrypter ces actualités parues au sein de la presse ce matin, je reçois sur ce plateau deux éminents journalistes qui vont apporter de leur expertise pour vous permettre de mieux cerner les enjeux de l'actualité parue au sein des journaux. D'abord, à ma droite, il est directeur de publication du journal en ligne Camerbi. Aujourd'hui, il est avec nous. Il est tout de blanc et d'or vêtu, la tenue des rois. Bernard Batana, bonjour et bienvenue. Injeba Sedik. Injebcha. Injebcha Sedik. Ça, c'est en bas, moi. Bonjour à tous les téléspectateurs
des grandes unes. Le plaisir est toujours renouvelé pour moi chaque lundi matin et tous les lundis matins de venir ici pour parler des choses de la cité République. Et avant de continuer, faudra-t-il que je donne encore la précision parce que cette précision vaut la peine. Je suis le responsable du groupe Camerbi, qui est une série de publications sur la toile. Sur la toile. Et donc, le produit phare est Camerbiste. Et que pour entrer dans le site, vous tapez www.camer.be. Et donc, pour rencontrer le responsable de Camerbi Cameroun, il faut aller à la page d'ouverture, de ce site pour voir le chef d'ex du Cameroun et appeler en cas de sollicitation. Justement, la méprise dont on s'excuse encore une fois. En face de vous, Bernard Batana, vous avez cette fois un directeur de publication, vrai de vrai, en face de vous. Un DP, comme on a l'habitude de dire. Mes hommages DP. Thierry Niopé, qui justement va nous gratifier depuis quelque temps de cette revue Reflet d'Afrique, qui justement se fait la part belle aux différentes innovations sur le plan des enquêtes et des analyses. La première livraison et notamment sur la construction du chemin de fer. Mais en attendant, bonjour et bienvenue Bernard, Thierry Niopé. J'ai eu envie de renvoyer à Bernard. Thierry Niopé, bienvenue encore une fois. Bonjour et merci Cédric, je renvoie la politesse à Bernard Batana. Et d'ailleurs j'en profite pour lui transmettre les salutations d'un de ses frères, parce que je suis arrivé au trot, je n'ai pas eu le temps de le faire en off. Il s'agit de Bialal Léon Paulin, qui est d'un Diki. Merci. Alors, qui vous a salué effectivement, qui admire le travail que vous faites au quotidien et surtout sur le plateau de Cédric dans le cadre de la revue des Grandes Unes. Bon, vous l'avez souligné tout à l'heure, ce n'est pas la première édition, c'est la cinquième. Oui, c'est la cinquième édition, autant pour moi. C'est le nouveau petit bébé. Voilà, on avait quelque peu mis en bémol parce que nous travaillons sur le projet de la télévision qui sera arrimé sur satellite d'ici la deuxième semaine du mois de mars. Donc voilà, tous les projets sont presque à bout. Et là maintenant, on ouvre avec la cinquième. On a lancé la cinquième édition du mois de février. On est en train de préparer la sixième édition du mois de mars. Je vous rappelle que nous reviendrons effectivement sur la signature, vous l'avez dit tout à l'heure, historique du contrat de l'exploitation des mines de fer du côté du Congo qui a été acté depuis vendredi dernier entre le gouvernement camerounais et les différents partenaires au projet. Ouais, justement, entre-temps, nous entrons dans la première thématique consacrée de cette émission. Nous parlons revirement politique avec la nouvelle expression qui nous dit que le MRC revient dans les médias. Bernard Batana, c'est une décision du haut commandement, si on peut le dire ainsi, du mouvement pour la renaissance du Cameroun, alors qu'il y a quelques semaines, ils avaient décidé de retirer leurs différents communicants des plateaux de télévision. Par ricochet, avait pris part à un atelier de formation organisé par la fondation allemande Friedrich Ebert. Aujourd'hui, on aimerait bien savoir à quoi riment ces pas de danse du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Est-ce qu'ils reviennent avec d'autres armes de communication politique? Alors, il faut dire que le MRC commençait à nous manquer. Vous savez que, comme on dit souvent au quartier, c'est un avocatier. Et puis, on s'était habitué à ce débat d'avocats sur les plateaux qui nous manquait déjà. Et que le MRC soit le bienvenu sur les plateaux. Parce qu'en réalité, l'animation de l'action politique se fait par les partis politiques au pouvoir comme dans l'opposition. Oui. C'est ça qui fait l'animation des partis politiques. Bon, maintenant, le MRC avait trouvé bon de prendre une retraite sabbatique, sans doute pour affûter les armes, pour changer, pour trouver des autres formules de lutte, parce que la lutte ici, c'est entre parenthèses de lutte politique, parce qu'ils ont, tel que le troisième vice-président, le maître Emmanuel Sim le disait lors de son point de presse à Yaoundé, la violence s'était déjà installée comme mode opératoire. Il y avait même au sein des plateaux, au sein des plateaux, violence verbale. Il fallait quand même prendre du recul pour calmer les esprits. Bon, maintenant, ils disent qu'ils reviennent avec d'autres munitions dans leur arc.
on va voir ce qu'ils vont nous apporter. Et leur revendication essentielle reste la libération des militants de l'RMS qui ont été arrêtés le 22 septembre, je crois, 2020. Ils étaient au départ 127. Aujourd'hui, il y a encore 121 militants du MRC qui sont dans les différentes prisons du Cameroun et qui ont été jugés de façon, comme ils le disent, de façon arbitraire au tribunal militaire. On ne peut pas comprendre quand même qu'un militant d'un parti politique qui veut exercer son droit, parce qu'une manifestation publique est un droit pour un parti politique. Et l'esprit même de la loi fondamentale veut que les gens manifestent. Il faut que les gens comprennent, et moi je l'ai dit toujours sur ce plateau, une manifestation politique, c'est comme un thermomètre qui fait lire le niveau de température politique. De la démocratie. Oui, le niveau de la démocratie atteint dans un pays. Quand on muselle une manifestation politique, c'est-à-dire qu'on est en train d'étrangler même les fondements de la démocratie, on ne peut pas dire qu'on est les précurseurs de la démocratie et museler en muselant les hommes politiques. C'est les hommes politiques, c'est-à-dire les partis politiques concourent à l'expression de la démocratie. Il faut qu'on le comprenne, à l'expression de la démocratie. Et lorsqu'ils disent qu'ils veulent marcher, je crois que les pouvoirs publics, leur rôle, c'est d'encadrer la marche et de suivre ce qu'ils veulent dire. Avec donc, ça, on aura avancé. Dans un état d'encadrement, pas un état réactionnaire. Le MRC a dit la lutte continue, la révolution continue. On attend de voir. Justement, Thierry Niopé, cette décision fait suite il y a quelque temps à l'interdiction par l'autorité préfectorale d'un atelier portant sur le renforcement des capacités communicationnelles des partis politiques d'opposition. Est-ce que justement ce retour du MRC sur le plan médiatique fait état du fait que les armes aient été plus affûtées au cours de cette retraite sabbatique, comme Bernard Batanas l'a souligné tout à l'heure? En réalité, je ne sais pas si cela fait suite justement à l'interdiction du séminaire qui avait été organisé pour les communicants du MRC et du SDF. Déjà, je ne comprends pas pourquoi la fondation FIDIS avait choisi exclusivement ces deux formations politiques, alors que le Cameroun en regorge plus de 200 sur le plan de l'environnement politique. Donc, on ne peut pas comprendre ce qui s'est passé, mais toujours est-il que c'était une décision regrettable de se retirer des plateaux de télévision. D'ailleurs, vous vous rappelez qu'on avait dit, la politique, la chaise vide n'a jamais payé. Le troisième vice-président avait argué qu'il y avait déjà au sein même de cette formation politique beaucoup de tensions, beaucoup d'escalades verbales même sur les plateaux de télévision, et les modérateurs de ces débats, parfois que nous sommes avec quelque peu parfois du mal à les recadrer, parce que au-delà des rappels à l'ordre, il y avait nécessairement ces incidences, parce que quand une émission est en direct, elle est très souvent et très mal polie parfois de réagir d'une certaine manière, et les présentateurs ont malheureusement l'obligation de maintenir cet équilibre-là. Donc on espère effectivement que ce retour, après ce retrait que vous qualifiez de sabbatique, pourra peut-être permettre qu'on corrige ces petits manquements. Donc le MRC n'avait déjà pas avait déjà mal choisi en se retirant, parce que la politique de la chaise vide n'a jamais payé. On espère peut-être qu'il y aura quelques changements en interne, qu'il y aura peut-être quelques améliorations pour ce qui est de cette communication-là, parce que je vous dis, en matière de communication, tout réside également au niveau de la forme de véhiculer un message. Oui. Parce que vous pouvez avoir le message le plus pertinent, mais si vous avoir le bon message, mais pas le bon message. Le mauvais canal, vous utilisez la mauvaise manière, le message peut ne pas atteindre sa cible. Bernard l'a dit tout à l'heure, interdire les manifestations est quelque peu ramener la démocratie en arrière. Je crois que c'est un fait, mais il faudrait également que Bernard comprenne que dans le respect de l'ordre républicain, quand le pouvoir central interdit une manifestation, justement, quand on est républicain, on s'aligne d'abord, quitte à ce qu'on utilise des mécanismes de dévolution ou de la loi pour modifier
cet état de choses. Et je crois que le SDF l'avait beaucoup compris. Il y a en interne des dispositions légales qui permettent effectivement, quand on interdit une manifestation, d'avoir gain de cause, notamment en posant le problème même au niveau de la justice. Et quand la justice tranche, je crois qu'on vous permet de le faire. Maintenant, quand vous décidez, au-delà de cette interdiction-là, de braver l'autorité, de braver les mesures de sécurité qui ont été prises, je crois que l'escalade n'est pas le propre du Cameroun. Hein. Même en Europe, vous avez vu dernièrement avec les Gilets jaunes, il y a eu des blessés, il y a eu des casses. Ça ne veut pas dire qu'en France, le degré de démocratie va à reculons, où les libertés individuelles ou collectives ne sont pas respectées. Mais quand on défie le républicain, le devoir de l'État également de rétablir cet ordre-là. Et l'État utilise d'autres manières. Maintenant, il est regrettable de le maintenir longtemps en prison, parce que pour moi, ils n'ont pas leur place là-bas. Après un tribunal militaire. Oui, justement, votre réaction, par rapport à cela. Thierry Niopet semble décrire le fait que l'appareil républicain doit être respecté. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun est constitué d'éminents experts en termes de loi. Comment peut-on parler de revendication lorsqu'on sait que dans le contexte camerounais, l'appareil judiciaire est très souvent contrôlé par l'exécutif? Effectivement, l'appareil républicain veut que les gens s'expriment. Mais c'est de cela qu'il est question dans une république. Il faut que les gens s'expriment. Et encore plus les militants d'un parti politique. Parce qu'ils ont des revendications. Vous ne pouvez pas être dans un pouvoir, dans un système où vous refusez systématiquement le son contraire. Non, c'est à partir du son contraire qu'on peut s'édifier. C'est de cela qu'il est question. Et je le dis, je l'ai toujours dit, le MRC est nécessaire au RDPC. Le MRC est nécessaire au RDPC. Autant que Maurice Kamto est nécessaire à Paul Biya. C'est tout ça qui fait de nous une république. C'est tout cela. C'est tous ces acteurs-là qui font du Cameroun une république. Voilà. Et donc, dans une république, on ne peut pas prendre sur soi de dire qu'on interdit une manifestation sous prétexte que c'est l'argument phare, trouble à l'ordre public. Mais tant qu'à faire, que les forces de l'ordre se mettent et qu'ils encadrent. Mais c'est de cela qu'il est question, qu'ils encadrent la manifestation et qu'au bout du chemin, que les gens se dispersent. Ce n'est pas trop difficile. Justement, nous allons entrer dans la deuxième thématique de cette émission en parlant du pouvoir et de ses déboires. Le Messager qui s'intéresse aux fameuses lignes 65 et 94 du gouvernement et certains pontes du régime qui se seraient enrichis derrière ces fameuses lignes-là. Un ensemble d'événements qui, aujourd'hui, fragilisent le magistère du président de la République et pendant ce temps, son ancien secrétaire général à la présidence de la République, Titus Edouard, s'exprime et parle de l'après-Paul Biya comme d'une véritable révolution qui sera menée. D'ailleurs, les sirènes sont déjà tirées. Thierry Niopet, aujourd'hui, Titus Edouard s'est exprimé sur plusieurs thématiques inhérentes au Cameroun, l'après-Paul Biya, le Camara Hamidou Yahya, les prisonniers politiques du mouvement pour la renaissance du Cameroun, on en parlait, et la guerre dans le Nozo. Selon lui, les sirènes de la révolution sont déjà en train de retentir. Est-ce que, à travers tous ces événements, on peut acquiescer avec l'ancien SGPR que la révolution est en marche? Il est clair qu'il est assez au fait du pouvoir central pour y avoir été l'un des maillons centraux. Et je vous rappelle d'ailleurs que quand il était au pouvoir, il n'avait jamais tenu pareil discours. Bien au contraire, on l'avait même soupçonné d'être celui qui voulait prendre la place du président Biya. Oui. Et c'est peut-être ce qui lui aurait valu la prison, même comme sur le plan légal. Il y a eu un dispositif qui a amené effectivement à démontrer qu'il avait commis un certain nombre de délits qu'ils ont mis en débat avec la justice. Bon, maintenant, il est clair que c'est une analyse tout à fait logique, plausible, parce que quand on regarde les faits, à l'allure où vont les choses, Bernard a l'habitude de le dire, le thermomètre est atteint des pics instructionnés pour aussi rien n'est fait aujourd'hui. J'ai l'impression que le Cameroun risque d'aller à volo. Donc il faudrait qu'on travaille, que ceux qui nous gouvernent travaillent davantage à corriger cela, parce qu'il y a des mesures qui sont prises. Elles ne sont peut-être pas
les meilleures. Elles, pour certains, sont de l'ordre du saupoudrage. Pour d'autres, elles ne sont pas si efficaces que ça, mais toujours est-il qu'elles sont prises. Maintenant, il faudrait, pour essayer de garantir cette quiétude au sein du corps social, travailler justement pour que tous les maillons de la chaîne s'embriquent sans qu'il y ait ce décalage-là. Parce que quand il y a un décalage entre les détenteurs du pouvoir central qui sont immensement riches et le bas peuple qui est immensément pauvre, quand il y a ce fossé qui est assez criard, il est clair que l'explosion sociale ne peut qu'arriver. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Rappelez-vous, avec tous ces scandales, le messager d'ailleurs est revenu sur la fameuse ligne 94 et 65 logés au MINFI et au ministère de l'économie, donc au ministère des Finances et celui de l'économie. Oui. Et ce sont des lignes qui nous en fait, ce sont des dépenses qui n'obéissent à aucune logique de manière officielle. Au moins quand il y a des caisses noires dans tous les États, mais au moins quand il y a une sorte de traçabilité, on peut comprendre pourquoi tel a été soutenu par rapport à tel autre. Mais il n'y a aucune véritable traçabilité là-dessus. Et les gestionnaires de ces différentes lignes-là, ils peuvent user et abuser même. Peuvent user et abuser justement parce qu'on parle de cet argent de 124 milliards que le SGPR actuel aurait engrangé en l'espace de 9 ans grâce à cette fameuse ligne 94. Voilà, donc il faudrait donc que de véritables enquêtes soient menées à ce niveau pour savoir exactement qu'est-ce qui a été fait au niveau de cette ligne-là, qui échappe à tout contrôle, même au contrôle des parlementaires. Mais également, c'est à travers cette ligne qu'on crée des champions nationaux. Cela ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Même à l'époque du ministre Kodok, quand il gérait ce portefeuille-là, il y a eu beaucoup de champions nationaux qui ont été pratiquement fabriqués. C'est vrai que d'aucuns laissent parfois croire que Foto, le patriarche, oui, a vendu des arachides avec son fameux chemin d'Ala. Donc quand on regarde cela, on se pose maintenant que les réseaux sociaux avec la société de l'Open Data est venue, on comprend beaucoup de choses. On comprend que ce n'est pas à force de vendre des arachides qu'on devient milliardaire. Mais effectivement, il y a beaucoup de personnes qui sont soutenues comme ça. Il y a également, par exemple, Niossi, ils sont nombreux qui ont bénéficié des privilèges de l'État pour devenir des champions nationaux aujourd'hui. Mais il faudrait que cela soit fait de manière traçable afin que l'on ne le fasse pas parfois au bonheur, la chance ou à la tête du client. C'est ce qui favorise justement ces iniquités, ces injustices et parfois ces plaintes. Oui, justement, par rapport à ces plaintes-là, l'ancien SG Titus Edouard mentionne la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest aussi. Pour lui, il semble décrire en filigrane que les causes même de cette crise sont inhérentes au pouvoir public. On sait qui s'arrange à ce que la crise se poursuit aujourd'hui et que toutes les mesures qui ont été prises, notamment le dialogue national, ne sont que des mesures esthétiques. Est-ce qu'aujourd'hui, les déclarations de l'ancien SGPR sont d'actualité? Peuvent-elles être prises en compte sur le théâtre de la crise anglophone? Alors, pour comprendre le personnage, pour comprendre Titus Edouard, il faut aller longtemps en arrière. Parce que c'est l'un des piliers du régime. Il a bourlingué dans l'appareil du gouvernement jusqu'au prestigieux poste de secrétaire général à la présidence de la République. Donc il est au fait des dossiers de la République. Et il sait de quoi il parle. Il sait de quoi il parle. Quand il parle de l'après-Poulbia, il sait de quoi il parle. Quand il parle de Mara Famidou Yaya, il sait de quoi il parle. Quand il parle du Nozo, il sait de quoi il parle. Il a même parlé de son avenir politique. Oui. Et bien là, il ne nous a pas encore fisqué. Sera-t-il encore candidat? Parce qu'il nous souvient que le 20 avril 1997, à Yaoundé, lorsqu'il démissionne du parti au pouvoir, de son poste de ministre de la Santé, oui, et qu'il se porte candidat à la présidence de la République, le rouleau compresseur se déclenche. C'est ça qui a déclenché. Il a donc passé 15 ans dans les geôles. Ça fait seulement 8 ans qu'il est sorti. Après 8 ans, il s'est calmé. Et il est resté en retrait. Aujourd'hui, il ressort. À quoi retourne rime cette sortie toute fracassante. Qui nous explique exactement qu'est-ce qu'il veut.
il a parlé à Radio France Internationale, oui, c'est là-bas qu'il a parlé. Oui. Et il n'a pas dit. Il a parlé de son avenir politique sans nous fixer exactement. Est-ce qu'il veut faire comme le 20 avril 1997? C'est la grande question qu'il faut lui poser. Bon, maintenant, pour le reste, c'est un homme qui se connaît. Il a été aux côtés du président Biya pendant longtemps, à ses côtés, comme un de ses collaborateurs les plus proches. Et il connaît le dossier Marafa Hamidou Yahya pour avoir travaillé longtemps dans les rouages du pouvoir. Donc, c'est un singe qui connaît sa forêt. C'est un singe qui connaît sa forêt. L'analogie est... Donc, il faut qu'il nous fixe. Parce que nous, on a hâte de savoir. Hein. Pour l'animation politique, on a hâte de savoir si exactement il se positionne comme candidat pour 2025. Il y en a même qui ont analysé, qui ont fait un rapprochement entre sa sortie et la sortie du MRC. Et qui ont fait un rapprochement entre et le MRC. Parce qu'apparemment, ces revendications vont rejoindre dans certains points coïncident avec ceux du MRC. Bon, alors, ces personnages-là, il y a une coïncidence, c'est un heureux hasard qu'aujourd'hui, l'OMS revient sur les plateaux au moment précis où Ezouati sort de sa léthargie politique. Donc il faut vraiment que nous soyons fixés. Nous soyons fixés par rapport à l'actualité politique. Parce que nous, quand nous sommes sur le plateau, j'ai toujours dit, nous sommes les notaires de l'histoire. Nous notons l'histoire. Nous sommes les sentinelles de la conscience collective. Nous le faisons et nous attendons. Oui, justement, cette sortie de Titus Edzoa qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Nous entrons dans la dernière thématique de cette émission. Le Congo et le Cameroun qui vont sur de bons rails. 510 km qui seront officiellement lancés. La signature de contrat est effective. Plus de 5 000 milliards de francs CFA pour lesquels les États du Congo et du Cameroun ne dépenseront pas un seul copec. Thierry Niopet, vous êtes au fait de cette actualité depuis plusieurs mois entre les études de faisabilité, entre les différentes assises, entre Best Way Finance et Ostino Group. Le Ostino, voilà, c'est pas facile à prononcer. Aujourd'hui, l'aboutissement d'un projet de longue haleine à la fois pour le Cameroun et le Congo, ça augure des lendemains meilleurs. Plus que meilleur d'ailleurs, hein. Il faut dire que c'est 12 à 20 000 emplois qui seront créés grâce à ce projet-là. C'est pratiquement 10 milliards de dollars américains, soit pratiquement 5 500 milliards et en fonction de la fluctuation du dollar qui seront déployés dans le cadre de ce projet. Et je tiens à vous rappeler que le Cameroun et le Congo ne débourseront pas le moindre copec dans la réalisation de ce projet. Donc c'est un projet d'envergure et le Cameroun a finalement compris. Il faut dire que le fer sera extrait du sous-sol congolais et acheminé jusqu'au port, jusqu'au port à eau profonde de Kribi. Et justement, pour y arriver, il y a 510 km de chemin de fer qui seront construits. Et ce chemin de fer pourrait également permettre, pourquoi pas, d'extraire d'autres minéraux et pourquoi pas d'exploiter également d'autres gisements, notamment celui de Mbalam, qui est un projet. D'ailleurs, vous savez que le secrétaire général de la présidence de la République, le ministre d'État Ferdinand Gongo, a signé il y a quelques jours une note demandant au ministre des Mines de tout faire pour travailler avec la Tsunami dans le cadre de ce projet-là. Oui. Donc, tout a été finalement fait. On n'attend plus que la pose de la première pierre qui aura lieu dans les semaines à venir. Et à partir de là, je crois que dès 2023, ça sera véritablement l'emballement à ce niveau. Et je vous rappelle que c'est un projet qui est mené par le consortium chinois, piloté par Best Way Finance, qui a à sa tête deux Camerounais, notamment Alexandre Mbiam et Cédric Ngako Kichanga, qui travaillent d'arrache-pied justement avec le gouvernement camerounais pour mettre en branle ce gigantesque projet. Ou ces gigantesques projets, parce qu'il y a également le terminal minéralier multimodal qui sera construit au port de Kribi. Oui, justement, ces projets aujourd'hui dont la signature ont été effectives. Madame, monsieur, nous sommes arrivés à la fin de cette édition de la Revue des Grandes Unes. Merci d'avoir été des nôtres tout au long de ce programme. Faites un tour du côté des kiosques pour vous enquérir de plus en plus d'informations. Les programmes, eux, se poursuivent sur Equinox Télévision. Tout de suite après, vous avez rendez-vous avec Michel Gachou et toute sa team dans 10-12 le Zénith. À demain.